vous prenez la primature, et la Constitution reste telle qu'elle est. Et on n'a pas, et en même temps, on n'a pas enlevé les pouvoirs constitutionnels entre la main de Bozizé. Donc, selon moi, il manquait de sincérité. Les accords de Libreville manquaient de sincérité, selon moi. Pourquoi? Parce que ce que moi, je crois, j'attendais à ce moment, c'était d'abord de... Ce que j'attendais à ce moment, c'était de décider une chose. Si Bozizé ne convient plus à conduire le pays, les accords, on devrait décider d'une élection anticipée. On aurait épargné tout ce catastrophe que nous vivons aujourd'hui. On dit clairement que bon, si on conteste la légitimité de Bozizé, on décide d'une élection anticipée. C'est ce que moi j'attendais. Parce que ça marchait. Puis le pays était en train de s'embraser. Mais dire qu'il reste au pouvoir avec ses pouvoirs constitutionnels et en même temps établir un accord pour mettre l'opposition n'est pas allée dans le gouvernement avec la sincérité nécessaire de conduire la nation. Parce que la lutte en ce moment, c'est la lutte de prendre la place, de pouvoir. Donc on ne peut pas mettre les gens à la tête de l'État pour se battre pour le pouvoir. Malheureusement, c'est la population qui paye. Parce qu'on a mis les protagonistes ensemble dans une maison avec les appareils de l'État pour continuer à conquérir le pouvoir. On en est arrivé là. Donc, le chef rebelle qui prend l'armée, le chef politique qui prend le gouvernement, et Bozizé qui garde la présidence, eh bien, on a mis les gens ensemble et battez-vous. Et malheureusement, dans tout ça, qui paye, c'est le peuple. Ils se sont battus, ils n'allaient jamais s'entendre. C'était du n'importe quoi, selon moi. Il fallait simplement, à cause de cette crise, décider d'une élection anticipée. Peut-être demander à Bozizé de ne pas se présenter et dire allons aux élections. On allait calmer tout le monde. Bon, vous qui faites la rébellion, vous avez des raisons politiques, présentez-vous au peuple. Arrêtez de faire la guerre. Présentez-vous au peuple. Si la communauté internationale prenait cette décision, on allait éviter la situation. On a pris la malheureuse décision. Aujourd'hui, la présence de ce pouvoir qui, malheureusement, a été validé, entre guillemets, je dis validé par la communauté internationale, est contre les principes démocratiques. Cette décision de valider ce pouvoir de transition est déjà contre les principes démocratiques parce que toutes les chartes des Nations Unies, de l'Union africaine, tout le monde, même la constitution de la République centrafricaine proscrit la prise de pouvoir par les armes. Voilà, ils sont allés plusieurs fois à Djamena, partout, à essayer de fabriquer une transition avec des rebelles. Et ils ont continué dans l'esprit des accords. Un premier ministre qui a ses pouvoirs à part, le chef rebelle qui a amené tous ses mercenaires, et puis c'est toujours les mêmes batailles qui continuent toujours. Quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en souffrent. Alors il faut mettre terme à cela. Tous ceux qui sont là, pour moi, l'option, la solution pour calmer la crise de la RCA, elle est politique. Elle n'est pas militaire. Je suis convaincu. Pourquoi je dis ça? Je disais avec mon ami que même la résolution des Nations Unies aussi a péché. On donne une mission à des militaires d'aller désarmer des gens qu'ils appellent entre guillemets milices. En réalité, ce ne sont pas des milices, c'est des forces au pouvoir. Parce que les milices, à l'époque, avant de parler de 5 décembre ou anti-Balaka, les gens qui devraient être désarmés sont des gens qui se considèrent comme les armées du pouvoir. Alors, aller désarmer des gens qui sont au pouvoir, c'est en quelque sorte faire un coup d'État sans le dire. Mission Sangaris est arrivée, les premiers désarmements ont créé le problème. Tout de suite, les gens ont dit, mais vous nous désarmez pourquoi? Et la haine, tout ce qui était là, s'est explosé au point jour. Puisque les gens ont dit, ah, voilà, les milices, en fait, c'est les gens qui sont au pouvoir. Donc, il manque toujours de sincérité dans les options et les décisions qui sont prises. Et selon moi, aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre tous ces gens à l'écart. Il faut leur demander de se mettre à l'écart.
Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Pourquoi? Parce que l'armée d'une nation se trouve dans la bourse. Toute l'armée. Je sais que vous êtes passé là-bas. Tous les gens qu'on vous présente comme les forces de défense et de sécurité ou les militaires sont des rebelles. C'est des mercenaires. Parce que l'armée régulière, je suis militaire, sont tous en débandade. Mais quand vous arrivez dans un pays où le corps de la police, le corps de la gendarmerie, le corps des armées est disparu, naturellement, il n'y aura pas d'État. Et puisque c'est des rebelles qui sont arrivés de Brousse, qui gouvernent, ne soyons pas surpris qu'il y ait de chaos, de catastrophes, des crimes, des exactions. Parce que ce ne sont pas des militaires qui sont là. Alors, ce que je pense pour la solution, il faut rétablir les forces de défense et de sécurité. Jusqu'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises, on écarte les forces de défense et de sécurité. Ces forces sont constituées des militaires centrafricains, des gendarmes et des policiers. Pourquoi on les met à l'écart? C'est leur pays, ils ont été formés, ils sont sortis, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des officiers. Pourquoi on les met? Il faut les rétablir. Eux seuls, quand une nation est menacée, la nation est protégée et sauvée par son armée. Et M. Ndjoudja a amené des gens qui ne sont pas des militaires centrafricains, qui sont des Tchadiens, des Soudanais, des Ougandais, des Zaïrois, qu'il présente comme les forces armées centrafricaines. Mais moi, je vous dis que les forces armées centrafricaines, dont nous sommes, on n'est pas en exercice. Nous sommes tous en retraite. Et on ne nous fait jamais appel. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas les forces multinationales qui viennent retrouver la solution. Comment se fait-il qu'une armée, une nation, vous mettez en main les armées d'une nation de côté pour les remplacer par des armées étrangères? Que ce soit les casques bleus, que ce soit les forces sangaristes, eux, ils doivent venir en appui. Je ne suis pas contre, mais ils doivent venir soutenir une force locale qui sont dans leur exercice. Les appuyer, mais ne pas les supplier. Tant qu'on continuera à écarter les forces de défense et de sécurité, il y aura toujours des catastrophes. Parce que la preuve, la force sangariste a sa bonne volonté, sa bonne technique, ils ne peuvent pas désarmer. Ils ne savent même pas qui désarmer de toute façon. Ils ne connaissent pas les... Ils ne peuvent pas. Oui. Oui. Oui, mais moi je suis au boulot, je suis en entretien là. Oui. Ah d'accord. D'accord, jusqu'à quelle heure? Oui, à tout à l'heure. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, de ma position, tous les militaires me font appel. Je ne vous cache pas, ils m'appellent tout le temps. Je parle des militaires centrafricains, du général au soldat. Mais puisque, comme vous le savez, je ne veux pas paraître dans une situation insurrectionnelle, j'ai préféré d'abord dire, il faut que je comprenne. Il faut d'abord avoir un objectif politique. Parce que nous tous, nous sommes là. Quand on parle des milices anti-Balaka, à l'origine, c'était des paysans en réaction aux exactions commises par les forces Séléka. Ces Séléka, ils ont brûlé des gens. Ils vont brûler des villages, des communes, des villes. Ils ont commis trop d'exactions. Donc il y a eu une réaction naturelle d'autodéfense, de légitime défense des paysans. Mais la situation prend une autre dimension. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que lorsque les militaires croyaient que bon, le coup d'État a déjà eu lieu, on peut reprendre le travail, chaque fois qu'ils sortaient, on les récupérait, on les tuait. Donc eux aussi sont entrés en maquis
Et aujourd'hui, ils sont avec les anti-Balaka. Pour eux, c'est qu'il faut libérer notre pays. Il faut chasser ces étrangers qui ne nous acceptent pas, qui ne nous reconnaissent pas. Et c'est toute l'armée qui est actuellement avec les anti-Balaka. En pouce. Pourquoi les ignorer? Voilà. Pourquoi ne pas nous faire appel, nous, Centrafricains, que nous puissions leur parler, nous les réunir pour rétablir l'ordre dans notre pays? Et pourquoi toujours des sommets qui excluent, même le sommet qui se déroule aujourd'hui, c'est encore sans la FACA. Sans les FACA, sans la représentation non, il n'y a personne. Des armées sans. Et c'est encore la CAC, avec Déby, qui vont encore prendre une option qui sera demain contestée. Admettons que bon, mais aujourd'hui, M. Djodji a dit je démissionne. Ils vont encore choisir quelqu'un pour diriger la commission. Sans le consentement de ceux qui sont militaires qui sont des forces. J'aime parler des forces de défense et de sécurité parce qu'il s'agit des militaires, des gendarmes et des policiers. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas ces forces. Pourquoi il n'y a plus d'administration? C'est parce qu'il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus d'armée. Si vous posez la question en ces termes, c'est très bien que la réponse qui vous sera faite, c'est que les FDS d'hier sont perçus non pas comme une force neutre, mais comme une partie au conflit. Et de fait, vous analysez ce scénario en disant ils ont rejoint les milices traditionnelles anti-Balaka. Donc, peut-on être à la fois une armée nationale supposée être garante de la restauration de l'ordre républicain et être perçu par tous comme une partie au conflit? Non, on ne peut pas être tout et son contraire. Je ne sais pas si on se comprend, mais je n'ai pas compris ce que vous dites. Les FDS, c'est des institutions de la République. Qui, vous le dites vous-même, ont rallié les anti-Balaka au nom de la légitime défense d'une communauté harcelée. Bon. Dès lors, elles sont parties au conflit, elles sont belligérantes. J'ouvre la parenthèse parce qu'ils disaient ils sont partis, ils ont rejoint les anti-Balaka parce que quand on a fait appel, ils se sont présentés, mais on les tuait immédiatement. Et c'est pour cette raison. Vous m'avez compris. Maintenant, va-t-on les ignorer? C'est ça? Qu'ils ont rejoint ou pas, va-t-on les ignorer? Ils sont des forces de défense et de sécurité. Ils ne peuvent pas sortir pour travailler. Ils ne peuvent plus aller dans leur bureau. Va-t-on les ignorer? Pourquoi les ignorer? Ils existent. C'est ça le problème. Alors, puisque le modus operandi choisi, y compris jusqu'au sommet de la CEAC d'aujourd'hui et de demain, ne convient pas, quelle est la méthode que vous préconisez pratiquement? Vous dites, bon, mise à l'écart de ceux qui... D'accord, j'ai compris. Retour sur l'échiquier des forces de défense et de sécurité. D'accord. Qui prend la tête de l'exécutif? Quelle est l'échéance d'une élection? La France semble tenir beaucoup à la fin 2014. Est-ce que c'est réaliste ou pas? C'est une autre question. Il ne faut pas sous-estimer la crise centrafricaine. Il y a en toile de fond des risques terroristes. Il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer. Il y a des risques terroristes. Les combattants qui sont arrivés avec ce monsieur sont des combattants qui étaient au Mali, en Libye, en Ouganda, qui l'ont rejoint. Je ne sais pas si on vous a dit clairement ce que c'est que Seleka. Seleka, c'est une alliance. On parle de coalition. En réalité, c'est une alliance. Cette alliance est constituée des mercenaires du Soudan, du Tchad, qui ont rejoint celui-là, Ndjotjo qui était là-bas, et les partis politiques de l'opposition à Bozizé. Ils se sont concertés pour créer la Seleka. Et cette alliance a amené des ordres de mercenaires qui se sont servis de la poudrière de l'armée centrafricaine. On a annoncé qu'on ira les désarmer pendant 2 mois. Ils ont eu le temps de sortir toutes les armes et aller les cacher. La RCA, c'est 2 fois la France plus Belgique. Et ils ont replié pour cacher. Aujourd'hui, la solution, il faut quelqu'un qui va fonctionner en militaire. Si on met un civil, c'est toujours, il y aura toujours incompréhension.
Il faut un militaire pour que les armées, moi j'insiste sur les forces de défense et de sécurité qui vont sortir, qui vont aider au désarmement et à la réinsertion. Parce que si les militaires ne sortent pas, si c'est encore un civil qui va rester politique, qui va continuer. Qu'est-ce que les autorités disent là-bas? Quand vous leur demandez comment rétablir la sécurité, qu'est-ce qu'ils vous disent? On demande à la France de nous envoyer des armées. On ne va pas rétablir la sécurité avec l'armée étrangère. La sécurité réelle d'une nation, on le récupère par rapport aux forces nationales d'abord. C'est leur exercice quotidien, c'est leur travail. Pardon, qui peut incarner le profil que vous mentionnez à l'instant, c'est-à-dire un militaire respecté, jouissant suffisamment d'autorité pour être acceptable par tous? Est-ce qu'il existe cet oiseau rare, entre guillemets? Bien sûr. C'est qui? Il faut le trouver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils me contactent tous. Moi, je suis là. Je suis politique et militaire. Ils le savent. Beaucoup le savent. Pourquoi les gens m'ont menacé? Parce qu'ils savent que... Vous savez pourquoi Bouizé a eu des problèmes avec moi? C'est à cause de mon autorité militaire. Et comme il avait un projet de faire en quelque sorte une dynastie, c'est-à-dire oui, si c'est pas moi qui reste, c'est mon fils, ils ont créé des problèmes. Mais dès que j'ai quitté le pays, ça n'a pas passé 2 mois. C'est d'abord l'armée qui s'est embrasée, rappelez-vous. Que 2 mois après moi, pour le recrutement de formation des soldats, les jeunes sont sortis dans la rue et ont manifesté et le pouvoir a commencé à tomber. C'est en ce moment que les rebelles qui étaient en brousse ont dit, bon, maintenant que Ndoutingaï n'est plus là, hein, l'armée ne va plus se battre pour protéger le régime de Bouizé, parce que l'armée, pour eux, c'est leur Ndoutingaï qu'ils veulent, parce que c'est moi qui étais toujours là pour être avec eux. Bon, ben, donc on vient. Et ils sont venus tranquillement. D'ailleurs, il y a des journalistes qui m'ont interpellé. Il y a des gens qui ont dit que j'étais avec la rébellion Séléka, parce que les militaires refusaient de combattre. Parce que les Séléka, les rebelles Séléka disaient aux gens que on vient pour prendre le pouvoir pour donner à Ndoutingaï. C'était leur stratégie. C'était une stratégie. Mais ce n'était pas compris que c'était une stratégie. Les gens pensaient que c'est moi qui venais pour prendre le pouvoir. Et donc les militaires ont ouvert la route. Ils ont dit, bon, mais si c'est lui, c'est un de nous, quoi. Et donc les gens ont pensé que c'est moi qui... Mais c'était une stratégie de Séléka. Pour ne pas faire la guerre. Pour ne pas avoir à affronter les armées. Ils sont venus tranquillement renverser Bozizé. Est-ce que vous seriez disposé à pactiser avec un Dologélé, bien sûr, aujourd'hui, notre pays, je vous dis sincèrement que on nous fait toujours des faux débats. C'est un pays de 4 millions et quelques de personnes. Nous, on est pluriethnique. On a une langue nationale qui nous unit tous. Mais c'est simplement des calculs politiciens, des stratégies politiques qui essaient de mettre l'accent. Pourquoi ne pas travailler avec tout le monde? Il faut travailler avec tout le monde. Mais ceux qui vont bâtir le pays, ceux qui vont réconcilier les Centrafricains, si on commence par une exclusion, je viens de me plaindre de l'exclusion. Quand je dis que toutes les démarches qu'ils le font aujourd'hui, il y a d'exclusion. Et c'est l'exclusion qui crée le conflit. Donc moi non plus, je ne peux pas refuser. Aujourd'hui, si Degele veut me voir, je suis prêt à aller le voir. Même Bozizé, j'ai demandé à le voir. Pour lui dire, mais écoutez, tu as créé des problèmes. Aujourd'hui, tu as mis le pays dans le chaos. Alors arrête de continuer à attiser la haine. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il faut réconcilier les Centrafricains. Le Cameroun, le Nigeria, il est où? Bon, on le signale en Ouganda, des trucs comme ça, mais c'est difficile de le localiser. Donc, mais on le signale même parfois à la RDC. Oui, j'ai entendu RDC aussi. Mais vous êtes resté en contact avec lui? Non. J'ai eu contact avec lui dès qu'il était tombé, j'ai vu un archevêque qui m'a appelé, qui m'a même surpris, Monseigneur Ndayen, qui dit... qu'est-ce qu'il y a? Bon, il voulait savoir est-ce qu'il y a... Moi, j'avais préparé un coup d'État, j'avais fait l'insurrection comme les médias disaient. Donc, j'ai donné ma version à l'archevêque qui a tout de suite dit ce que tu dis. Non, Bozizé n'est pas sincère. C'est faux.
tout ce qu'on a dit sur mon dos n'est que mensonge. Je n'ai vécu que ça. Parce que j'avais un poste très stratégique. Je devenais très puissant. Je pense, puisque les journaux écrivaient le tout-puissant, le vice-président. Donc, j'avais tout le monde. J'étais une cible des gens. Donc, ils ont activé ça pour me faire sauter. Et c'était le seul moyen de pousser Bozizé à régler mon compte. Mais c'est pas vrai. Donc, il me dit, alors, tu veux que je parle à Bozizé? Je dis, mais oui. Même moi, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il m'a maltraité. Il a arrêté mes chauffeurs, mes gens. Ma famille a été massacrée. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. Et pourtant, j'étais à Bangui, j'ai dit, mais si vous avez une présomption d'insurrection de ma part, il suffit de m'arrêter et de m'emmener à la justice. On fait un procès. Mais pourquoi procéder à des tracts de mes chauffeurs, mes gardiens, ma famille et de les tuer? J'avais déclaré. Et il n'a rien fait. Et après, je suis sorti tranquillement. J'ai dit, bon, mais si ma présence gêne, je vais aller me quitter tranquillement et je suis venu en France. D'accord. Et c'est en ce moment que l'archevêque l'a passé au téléphone. Il a téléphoné, je croyais qu'il s'amuse. Et puis, il a causé avec lui. Et puis, il me dit, bon, mais je te passe quelqu'un. Et j'ai imposé au téléphone. Alors, je lui dis, mais c'est qui? Il dit, c'est qui? Je dis, colonel Doutingal. Il dit, comment? Je dis, mais ça ne va pas. La famille, notre village, toute la République est détruite. Et c'est en ce moment qu'il m'a dit, mais on m'a dit que vous étiez à Bangui avec les gens là-bas. Je dis, écoutez, c'est vous qui m'avez chassé. Et, en fait, j'étais nerveux. Parce qu'il était dans un monde, il était toujours en train d'inventer des choses. Et j'ai trouvé que, mais jusqu'à ce niveau, vous êtes chef d'État, vous ne savez pas qui est votre ennemi, on vous renverse, vous ne savez pas qui vous a renversé. Et je me suis énervé avec lui, et puis, depuis là, j'ai plus. C'était quand ça, à peu près? À la fin du mois de mai. Fin mai, ah oui, d'accord, ça date, effectivement. Et pas de contact non plus avec Francis? Non, aucun contact. D'accord. En fait, j'étais énervé qu'il a quand même continué à penser que... Il avait adhéré à ce schéma d'une sorte d'alliance objective entre vous et la CDK. Voilà, c'est ça. Ça m'a énervé. D'accord. Parce que moi, j'ai été victime de ces gens, donc je ne peux pas supporter qu'on m'accuse d'avoir été avec des gens qui m'ont détruit, qui ont détruit chez moi. Est-ce que vous avez des contacts formels ou informels avec telle ou telle autorité française ici à la faveur de votre séjour à Paris? Non, j'ai de... Aucun? Ni au Quai d'Orsay, ni à l'Élysée, ni à la Défense, aucun contact? Maintenant, je commence à chercher les contacts, à avoir des contacts. Mais j'ai mon ami qui est là, vous voyez bien. Donc, il y a une petite chose, 10 secondes, pas plus, que l'on m'a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les militaires qui sont dispersés dans divers endroits n'attendent qu'une seule chose, à travers les appels téléphoniques, c'est de se restructurer dans une armée solide pour défendre le pays. Voilà. Ils m'ont dit ça. Et ils veulent que... Ils me demandent de faire une déclaration. Ils veulent rentrer dans le rang. Voilà. Ils en ont... C'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Quand vous regardez pardon, ce sera ma dernière question parce que là c'est une urgence familiale là, qui complique un peu la donne, mais de toute façon on sera appelé à se revoir oui, bien entendu plus longuement. Mais quand on regarde l'état des lieux aujourd'hui, notamment les stratégies diplomatiques de vos grands voisins, régionales, Nations Unies, Union africaine, France, etc., je pose la question très simplement, est-ce que vous pensez que vous pouvez apparaître aux yeux de tous ces intervenants comme un candidat acceptable pour la RCA de demain, quoi. Compte tenu de votre passé, de vos relations complexes avec Bozizé, du rôle que vous avez joué, etc. Bon, vous n'êtes pas un inconnu, on connaît votre trajectoire. Alors, vous pensez que vous pourriez être, entre guillemets, adoubé? Vous pouvez regretter que ce soit le cas, mais je parle du principe de réalité, moi. C'est comme ça que ça se joue aujourd'hui. Hélas, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être adoubé par tous les acteurs qui ont une influence sur ce que sera l'échiquier centrafricain de demain? Mais je pense, oui, pourquoi pas. Il faut qu'ils... Sauf que je pense qu'ils savent que j'ai été un acteur. La solution, elle est simple. Quand j'étais à l'exercice du pouvoir, le pays était calme. Quand je suis parti, le pays est entré dans... Même Bozizé n'a plus géré le pays. Ça, c'est une réalité. Pourquoi l'éviter? Je suis un acteur qu'il faut accepter pour rétablir la situation.
Et c'est mon pays, je veux contribuer. Maintenant, quant à ce qui a été dit par le passé et autres, bon, je défie quiconque sur ce qui a été dit sur mon nom. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a des choses. C'est vrai que l'exercice du pouvoir est toujours difficile. Il y a toujours du haut et du bas. Il y a des ratés, il y a des réussis. Mais l'exercice du pouvoir est toujours difficile. Il y a des ratés, il y a des réussis. Je suis prêt à savoir, là j'ai commis des erreurs, là ça a marché. Mais quant à dire que je suis la personnalité la plus mauvaise, non. Vous savez pourquoi Bolizé m'a pris directeur national de campagne? Parce que c'est moi qui avais la représentativité, qui avait la crédibilité vis-à-vis du peuple. Et s'il ne m'avait pas pris directeur de campagne, il ne gagnait pas en 2011. Et quand j'étais directeur national de campagne, en même temps j'étais candidat à la députation. Et les anciens chefs d'État se sont présentés comme candidats à la députation contre ma personne. Dans la commune, dans la circonscription où je suis candidat. Au premier tour, je les ai battus. Les anciens chefs d'État. Au premier tour, je les ai... Parce que le peuple, la jeunesse, c'est une population jeune. Hein. C'est une population jeune. Je resserre un peu ma question. Encore une fois, que cela plaise ou non, on voit bien que depuis un certain nombre d'années, N'Djamena joue un rôle dans le casting du pouvoir à Bangui. Encore une fois, on peut le déplorer, mais c'est un fait. Est-ce que, compte tenu, encore une fois, de vos positions, là, vous pourriez être jugé acceptable par un Idriss Déby? Disons les choses très simplement. Déjà, si vous vous souvenez, quand on m'a accusé, à l'époque, d'avoir fomenté le coup d'État, ils ont dit que c'est Déby qui me soutenait. Oui, à l'époque, on dit ça. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'appréciation pour ma personne. Il me trouvait comme quelqu'un de crédible. Donc, le fait que... C'est pour ça qu'on l'a accusé, ainsi que la France, de m'avoir soutenu. Parce que ce que les gens ont raconté avant contre moi, quand j'ai commencé à faire mes réformes, surtout quand j'ai été à la tête des finances, c'est en ce moment que le gouvernement français s'est rendu compte qu'en fait, j'étais seulement bouc émissaire, on me salissait seulement, mais j'étais un homme qui travaille, qui a l'intégrité, qui a la compétence, qui a des choses. Je vous rappelle que les bailleurs de fonds, ils ont quitté le pays en 2010. Ils ont quitté le pays, mais dès que je suis devenu ministre d'État aux Finances, c'est moi qui ai négocié le programme et j'ai rétabli les bailleurs de fonds. Banque mondiale, FMI, tous réunis. Je tenais des réunions comme ça avec l'Union européenne. Je les ai rétablis. Et c'est en ce moment que les bailleurs de fonds ont commencé à dire, mais finalement, Ndoutinga, dont on en parle, est un homme capable. Et Bozizé a vu ça comme si on était en train de me pousser à le remplacer. Et il est devenu inquiet. Parce que j'avais ces gens qui me soutenaient. Dans la sous-région, le président Déby qui me connaissait très bien aussi, et il est venu à Bangui pour essayer de réconcilier, et Bozizé s'est retourné encore contre Déby. Donc, je pense que ils peuvent m'entendre parler. C'est ce que je pense. Oui, d'accord. Maintenant, je sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place, mais je pense qu'ils me connaissent tous dans ma sincérité, dans mes compétences, dans l'exercice du pouvoir. Je le tenais bien. J'étais président des institutions régionales pendant 5 ans, 10 ans. J'ai présidé le pôle énergétique de l'Afrique centrale pendant 5 ans. J'étais le président. Ça regroupe 10 pays de la CAC. J'étais le président pendant 4 ans. C'est quand j'ai quitté le gouvernement que la RCA a perdu le poste. Je suis la personne qui a amené la transparence dans les industries extractives. C'est moi qui a amené la transparence dans les industries extractives. C'est moi qui a amené l'ITIE, le processus de Kimberley. C'est moi qui siège au processus de Kimberley. Les gens connaissent mon autorité dans la gestion de tout. Contrairement à ce qui se raconte, qui n'est que machination politique. Ce qui a été raconté en mon nom n'est que machination politique. Il fallait me décrédibiliser. Pour que lui là, il est trop fort, il est trop aimé, il risque on n'aura pas de place si on le laisse comme ça. Et la communication est une arme redoutable, vous le savez. Et comme j'exerçais un pouvoir dans un gouvernement, je ne pouvais pas passer à la tête du Premier ministre, parce qu'il y avait des choses que je ne voulais pas dénoncer pour ne pas mettre mal l'État. Entendu. Je suis désolé, mais je suis vraiment obligé d'y aller. Il y a une vraie urgence, mais encore une fois, on reste en contact. Et puis, notamment, dans l'avenir, si vous avez des contacts, même discrets, avec l'échelon politique ici, ça m'intéresserait de savoir et de suivre ça
ainsi que les leçons que vous tirerez du rendez-vous de N'Djamena. Voilà, on a ça. Mais merci encore beaucoup. Non, mais je vous en prie, vous êtes bienvenue. À tout moment, vous pouvez m'appeler. Je vais vous envoyer un petit mail avec mes coordonnées. Voilà, c'est ça. Madame, bonne soirée. Voilà, merci. Et on se revoit dès que possible. Je vais sans doute y retourner bientôt. La vidéo j'ai entendu là, c'est ça, hein très vite. Hein, c'est un homme de terrain. Direct. Il est comme à la télévision, sur ses dents l'air. C'est lui qui passe à la place de Barrier. Il s'appelle monsieur. Ah, d'accord. En plus, c'est pas le genre maintenant, je comprends qu'il y a des intérêts à travailler, par exemple, à cause de ça, comme on dit, il a un petit peu s'arrête, mais à mon avis, à son retour, on va peut-être voir qu'il va avoir Parce que je pense que ce qui reste à travailler, selon moi, quand je l'ai écouté, c'est toujours mon image. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est pour ça que je donne la parole. Pardon. C'est que les militaires sont dispatchés un petit peu partout, que sous une autorité, ils sont prêts à se regrouper dans une stratégie